Salut sama gars yi, j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax. C'est encore votre présentateur Kira, l'apprenti littéraire de la chaîne Def Lettres. Aujourd'hui donc, on vous revient pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci portant sur la formation des mots. Donc, dans cette vidéo, nous allons seulement évoquer les éléments théoriques, les éléments qui reviennent souvent dans les questions du cours, et lesquels éléments qui vous permettront de mieux vous en sortir dans le cas pratique. Parce que n'oubliez pas que pour la formation des mots, aussi bien que pour l'analyse en morphème, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. Donc pour la formation des mots, on ne peut pas faire la pratique sans pour autant avoir une parfaite compréhension des éléments théoriques, et on ne peut pas sortir, on ne pourra pas s'en sortir pour les questions théoriques le jour de l'évaluation, et toutefois on ne comprend pas ces différentes notions. Maintenant, donc pour la formation des mots, on a 3 grands procédés de formation des mots. Mais avant d'entamer ces procédés de formation des mots, il est important que l'élève puisse identifier ce qu'on appelle le morphème. Le morphème, ça, tous les étudiants de la licence 1 savent c'est quoi un morphème. Mais il faut que l'étudiant puisse identifier ce qu'on appelle le morphème autonome et le morphème non autonome. Autrement dit, le morphème non autonome, autrement dit, le morphème lié, le morphème lié, que l'on appelle, en d'autres termes, l'affixe. L'affixe. Donc, le morphème autonome, c'est le morphème qui peut aller seul, qui est indépendant. Il peut marcher seul, il est libre, il a son indépendance. Si tu viens l'accompagner, vous allez ensemble. Si tu pars, lui, il marche seul. C'est ce qu'on appelle un morphème autonome. Il peut marcher seul dans la langue. Il n'a pas besoin de se coller. C'est clair? Il est indépendant, il est libre. C'est ce qu'on appelle un morphème autonome. Quand je prends danseur, je transcris danseur. Là, j'ai 2 morphèmes, lesquels? Danse et heure. Maintenant, heure, c'est un morphème parce qu'il a un signifiant et un signifié. Mais est-ce que heure peut marcher seul? Je sais. Est-ce que dans une phrase, je peux dire c'est le heure, E-U-R? Non, ça ne peut pas marcher seul. Donc, il n'est pas autonome. Par contre, danse peut-il marcher seul dans une phrase? Oui, danse peut marcher seul dans une phrase. C'est une danse. C'est la nouvelle danse. Donc ici, danse est un morphème autonome. Pourquoi? Parce qu'il peut marcher seul, il est libre, il est indépendant, il est autonome. Par contre, heure est un morphème non autonome, autrement dit morphème lié, autrement appelé un affixe, car heure ne peut pas marcher seul. Pour que heure ait un sens, il faut qu'il soit collé à un mot. Quand je dis danseur, la heure signifie celui qui exerce l'action de danser. Quand je dis heure, tout simplement, il n'a aucun sens. C'est clair? Quand je dis heure, ça ne peut pas marcher seul dans la phrase. Heure, bien vrai que ça signifie celui qui fait l'action, mais il a besoin d'être collé. Il faut, comment dirais, il faut qu'il se colle pour exister. Donc là, il y a ce qu'on appelle les morphèmes autonomes et les morphèmes non autonomes. Maintenant, la composition. On parle de composition quand on forme un mot nouveau à partir de 2 morphèmes autonomes. C'est à partir de 2 morphèmes autonomes. Autrement dit, quand on prend un morphème autonome et on ajoute un autre morphème autonome, on a ce qu'on appelle le procédé de la composition. La composition, c'est une affaire de morphèmes autonomes. Souvent, vous entendez les Wolof dire « dërëm ak dërëm ñooy ànd, ñaar dërëm ak ñaar dërëm ñooy ànd ». Souvent, tu entends une personne te dire « qui mënuma composer ak moom ». C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas les mêmes qualités, les mêmes défauts. Voilà, on n'a pas les mêmes habitudes, la même éducation, on ne peut pas composer. Donc, on compose avec quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes éléments, les mêmes centres d'intérêt. La composition, c'est un procédé de formation qui consiste à former un mot nouveau à partir d'un morphème autonome auquel on ajoute un autre ou plusieurs morphèmes autonomes. Donc, la composition, c'est une affaire de morphèmes autonomes encore une fois. Par exemple, quand tu dis portefeuille. Portefeuille est un mot formé par composition parce qu'on a pris porte et on a ajouté feuille. Porte est autonome, il peut marcher seul, j'ouvre la porte. Feuille est autonome, il peut marcher seul, je coupe la feuille. Donc les 2 morphèmes autonomes
forme un mot nouveau avec un nouveau sens que l'on appelle la composition. Je prends par exemple arc-en-ciel. Ok, arc-en-ciel. J'ai arc qui est un morphème autonome, en qui est un morphème autonome, ciel qui est un morphème autonome. Donc arc-en-ciel, c'est un mot composé. Mais il y a donc, on vous dit que sur le plan théorique, pour qu'il y ait composition, il y a deux éléments indispensables. Il y a ce qu'on appelle l'inséparabilité syntagmatique. L'inséparabilité syntagmatique. L'inséparabilité syntagmatique, c'est-à-dire que les éléments autonomes qui forment le mot composé, on ne peut rien mettre entre eux. Sinon, ça change le sens de la phrase. J'ai portefeuille. Je peux dire un grand portefeuille. Un grand portefeuille, ça marche. Un portefeuille perdu, ça marche. Mais je ne saurais dire un porte-grand feuille. Ça change de sens. J'ai arc-en-ciel. J'ai un beau arc-en-ciel, ça marche. Un arc-en-ciel beau, ça marche. Mais je ne saurais dire un arc beau en ciel. Ça change de sens. Donc, l'une des conditions, si on vous demande quelles sont les deux conditions, ou bien on vous dit tel mot, pourquoi tel mot est formé par composition, dites ce mot respecte les deux conditions de la composition, à savoir l'inséparabilité syntagmatique. L'inséparabilité syntagmatique, c'est l'impossibilité d'insérer un ou des termes entre les différents morphèmes autonomes qui forment le mot composé, au risque de changer le sens. On peut dire un nouveau-né, hein, par exemple, on peut dire un beau nouveau-né, hein, un beau nouveau-né, ok, un nouveau-né beau, mais on ne saurait dire un nouveau beau-né, ça change tout. Maintenant, la deuxième condition, c'est ce qu'on appelle la spécificité sémantique, le sens. La spécificité sémantique, c'est le fait que pour avoir le sens du mot composé, on ne prend pas le sens du morphème 1, plus le sens du morphème 2, plus le sens du morphème 3 pour avoir le morphème général. Par exemple, quand j'ai, suivez, quand j'ai, par exemple, je dis arc-en-ciel, hein, arc-en-ciel par exemple, et je dis arc, c'est une arme que l'on utilise, on va dire une forme de pronom, et ciel, c'est comment dire, ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Donc arc-en-ciel, peut-être c'est une arc que l'on utilise pour tirer au ciel. On te dit non. Un arc-en-ciel, en quelque sorte, c'est un phénomène que l'on observe dans le ciel, mais qui prend la forme d'un arc, tout simplement. Hein? Donc, un phénomène que l'on observe dans le ciel avec plusieurs couleurs, hein, qui prend la forme d'un arc, c'est pourquoi on l'appelle arc-en-ciel. La spécificité sémantique, c'est le fait que pour avoir le sens du mot composé, ce n'est pas le sens du A plus le sens de B pour avoir le sens de C. Par exemple, je prends un pied de biche, qui est un mot composé. Je ne vais pas dire pied, pattes, biche, animal. Donc un pied de biche, c'est une patte d'animal. On te dit non. Un pied de biche, c'est un arrache-clou. C'est ce qu'on utilise, ok, pour arracher souvent les clous. Un peu comme ça, hein? C'est ça un pied de biche. Donc les deux conditions essentielles pour avoir la composition, c'est l'inséparabilité syntagmatique. C'est le fait que l'inséparabilité syntagmatique, c'est le fait qu'on ne peut insérer aucun élément entre les morphèmes qui forment le mot composé. Deuxième élément, la spécificité sémantique. C'est le fait que tout le mot composé a un autre sens. Pour avoir le sens du mot composé, ne faites pas sens du morphème autonome A plus sens du morphème autonome B pour avoir le sens du mot composé. Tout le mot composé a un sens qui lui est spécifique, qui lui est propre. Ok? Maintenant, je vous ai dit que pour avoir un mot composé, c'est une affaire de morphème autonome. Ok? Passons maintenant à la fixation. Si la composition est une affaire de morphème autonome, la fixation est une affaire de morphème non autonome. N'oubliez pas que je vous ai dit, on appelle morphème non autonome, morphèmes liés, on les appelle tout simplement les affixes. Ok? Donc, la composition est une affaire de grand, d'indépendance, de liberté. La fixation est une affaire de dépendance. Un affixe, c'est quoi? C'est un morphème qui ne peut pas marcher seul.
Un affix, c'est à chaque fois que l'on ajoute une affixation, à chaque fois que l'on prend un morphème autonome auquel on ajoute un morphème non autonome, nous venons de faire une affixation. Maintenant, si cette affixation-là, si le fait d'ajouter ce morphème non autonome, c'est devant le mot radical, c'est ce qu'on appelle une préfixation. La préfixation, c'est le fait d'ajouter un affixe devant le mot radical. C'est clair? Donc, si on ajoute un affixe devant le mot radical, nous avons fait une préfixation. Je dis par exemple, poli, impoli. J'ai ajouté une affixation devant le mot radical, donc j'ai préfixation. Je dis par exemple, sur certitude, et là j'ajoute un, donc je viens de faire une préfixation, j'ai ajouté une affixation devant. L'affixation, c'est un procédé qui consiste à, la préfixation est un procédé qui consiste à ajouter un affixe devant un mot radical ou un mot morphème autonome, tout simplement. Ok? Maintenant, la suffixation, c'est simple. La suffixation, c'est quand on ajoute un affixe derrière le mot radical ou derrière le morphème autonome. J'ai par exemple poli, j'ajoute politesse. Ok? J'ai sur comme radical, j'ajoute le suffixe ment, sûrement. Donc la suffixation, c'est un procédé qui consiste à former un mot nouveau en ajoutant un affixe après le mot radical ou après le morphème autonome. Maintenant, venons-en à la parasynthèse. La parasynthèse. La parasynthèse, c'est un procédé qui consiste à ajouter une préfixation plus une suffixation, mais de manière concomitante et solidaire. De manière concomitante et solidaire. Et ces deux conditions, c'est ce qui font la différence entre parasynthèse et préfixe et suffixe simple. Parce que souvent, on peut vous demander, est-ce que tel mot est parasynthétique? Est-ce que tel mot est formé par préfixe ou suffixe seulement? La parasynthèse, c'est le fait de prendre un radical en lui ajoutant une préfixation et une suffixation. Mais de manière concomitante, c'est-à-dire en même temps. La préfixation et la suffixation sont venues à la même seconde, à la même tierce, à la même unité. Ensemble, ils sont concomitants. Ils se placent en même temps. Solidaire, ce qui veut dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre au risque de changer le sens de la phrase. Je prends un exemple, j'ai terre. J'ajoute le préfixe en et le suffixe est. J'ai une préfixation et une suffixation. On me dit, le mot enterré est-il parasynthétique? Je vérifie. Je dis d'abord, j'ai un radical, terre, qui est préfixé et suffixé. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'enterré est formé par parasynthèse. Premièrement, je vérifie, est-ce que la préfixation et la suffixation sont concomitantes? Si, ils sont venus ensemble. Parce que j'ai mis en et ré et à la fois. Est-ce qu'ils sont solidaires? Je vérifie. J'enlève la suffixation. Enterre n'est pas un verbe en infinitif. Ok, je mets la suffixation, j'enlève la préfixation. Terrer. Ça existe ou pas? Si, ça existe. Mais est-ce que enterrer a le même sens que terrer? Non. Enterrer signifie mettre quelqu'un sous terre, alors que se terrer, c'est se cacher. Vous avez vu qu'en enlevant la préfixation, je change tout le sens. Donc, de ce fait, je suis sûr que la préfixation et la suffixation sont solidaires. Donc, enterrer est formé par parasynthèse. Si je dois cocher dans le tableau, je coche parasynthèse. Je coche parasynthèse. Enterré est formé par une préfixation et une suffixation de manière concomitante et solidaire. Est-ce clair? On prend par exemple racheter. Racheter. On me dit, le mot racheter est-il formé par parasynthèse? Je vérifie. Je dis d'abord, on a le radical achat. Mais ici, on n'a pas la forme achat, mais on a l'allomorphe achète. Achète. D'accord. On a une préfixation, ok?
re et une suffixation est. D'accord. Donc ici, la préfixation et la suffixation sont concomitantes. D'accord? Ok, on est d'accord. Mais sont-elles solidaires? Je vérifie. Acheter, ça existe ou pas? Si, ça existe. Acheter n'a-t-il pas presque le même sens que racheter? Si, parce que racheter, c'est acheter de nouveau. C'est le même sens. Donc, est-ce qu'ils sont solidaires? Ils ne sont pas solidaires. De ce fait, racheter n'est pas formé par parasynthèse. Racheter est formé tout simplement par préfixation et par suffixation. Si je dois cocher le tableau, je coche préfixe et suffixe. Par contre, si c'était enterré dans le tableau, je coche seulement parasynthèse. Est-ce clair? On peut vous demander par exemple, vous suivez, le mot international, le mot international, est-il formé, le mot international est-il un mot parasynthétique par exemple? Je dis ok. Déjà, j'ai le radical nation. Nation. J'ai le préfixe inter et le suffixe al. Donc ici, le radical a été préfixé et suffixé de manière concomitante. Sont-ils solidaires? Je vérifie. J'enlève la préfixation nationale. Ça existe ou pas? Si, ça existe. Ça a presque le même sens que international parce que national, c'est quelque chose qui concerne un pays. International, c'est-à-dire quelque chose qui concerne plusieurs pays. Donc ici, international n'est pas un mot parasynthétique. Je coche tout simplement préfixe, suffixe. C'est clair? Donc pour qu'il y ait parasynthèse, il faut que la préfixation et la suffixation soient concomitantes. Ils viennent à la fois et solidaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre, au risque de changer complètement le sens de la phrase ou au risque de donner même un non-sens. Venons-en maintenant par rapport à la régression, qui est le quatrième élément de la fixation. La régression, il est important de savoir que quand on parle de régression, c'est diminution. Mais ici, attention, la régression, c'est un procédé qui consiste à enlever l'infinitif d'un verbe. Attention, on ne peut pas parler de régression à partir d'un nom. C'est à partir d'un verbe auquel on a enlevé l'infinitif pour former un nom. La régression, c'est partir d'un verbe pour venir à un nom. Mais ce n'est pas partir d'un nom pour venir à un autre nom. On ne régresse pas un nom, on régresse un verbe. La régression consiste à former un mot nouveau en enlevant l'infinitif d'un verbe. Par exemple, je dis marcher. On enlève et j'ai marche. Donc, si j'ai marché, par exemple, je peux mettre régression et je coche. C'est clair? C'est ça la régression. On dit par exemple, suivez, acheter. On me met achat. Achat, c'est formé par régression. Là, c'est ce qu'on appelle la régression modifiée. Souvent, on peut enlever l'infinitif et modifier un peu le morphe. Acheter, achat. C'est clair? Maintenant, nous avons terminé la régression. Nous allons passer maintenant à la au troisième procédé de formation des mots qui est la dérivation propre. Parce que le premier, c'est la composition, deuxièmement, la fixation et troisièmement, la dérivation impropre. Quand vous entendez dérivation, dérivation, c'est-à-dire changement de classe grammaticale. Changement de classe grammaticale impropre. Un mot dérivé, un mot formé à partir de. Donc la dérivation impropre, rien ne va changer dans le mot. On ne va ajouter ni préfixe, ni suffixe. On ne va rien ajouter, on va seulement changer le mot de classe grammaticale. C'est un mot qui était un verbe, on l'amène dans la classe des noms. C'est ce qu'on appelle la dérivation impropre. Par exemple, vous dites, par exemple, manger. La classe grammaticale, vous allez me dire verbe à l'infinitif. Et là, vous me dites, il y a du manger. Il y aura du manger. Il y aura du manger et du boire. Ici, nous avons un article. De ce fait, ici, manger n'est plus un verbe, il devient un nom. De ce fait, donc, on a dérivation impropre. Vous me dites, par exemple, suivez, vous me dites, en étudiant ces leçons,
en étudiant ces leçons, donc là j'ai un passé présent, étudiant, et là je dis l'étudiant de l'université Cheikh Anta Diop, ici l'étudiant devient un nom. Donc la dérivation impropre, c'est le fait que le mot ne change pas de forme, mais change de classe grammaticale. Un verbe devient un nom, un adjectif devient un nom peut même être un adjectif, un participe passé devient un nom, un participe passé devient un adjectif, et vice-versa. La dérivation impropre, le mot change de classe grammaticale, mais ne change pas de forme. Par exemple, vous dites, il est fort. Il est fort. Là, fort, c'est un adjectif qualificatif. Mais quand je dis, il parle fort. Il parle fort. La fort n'est pas un adjectif, c'est un adverbe. Quand je dis, Modou, virgule, le fort. Là, ici, fort est un nom. Vous avez vu qu'il a changé de classe grammaticale, mais il n'a pas changé de forme. C'est ce qu'on appelle la dérivation propre. Donc, tels sont donc les trois procédés de formation des mots. Premièrement, on a la composition qui repose sur deux conditions indispensables, l'inséparabilité syntagmatique et la spécificité sémantique. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'affixation, dans lequel il y a la préfixation, la suffixation, la parasynthèse, et je vous ai montré la différence entre la parasynthèse et la préfixation et la suffixation simple. Et en dernier lieu, on a la régression. Et le troisième procédé de formation des mots, on a la dérivation impropre. Donc, c'était tout pour les éléments théoriques pour la formation des mots, lesquels éléments vous permettront, si vous les avez bien compris, d'être à l'aise dans le cas pratique. On va se retrouver très prochainement pour travailler sur le cas pratique de la formation des mots avec le tableau à double entrée. Ça n'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt. Merci.